Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission spéciale consacrée à l'eau. À l'eau, pourquoi? Parce que le 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau, une journée instituée par l'Organisation des Nations Unies et qui sensibilise la population et l'incite à agir pour lutter contre la crise de l'eau et l'assainissement. Quelques chiffres, dans le monde, 1 milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau potable et 2,5 milliards ne disposent pas d'assainissement. L'eau devient de plus en plus rare et constitue donc un enjeu économique et politique important. Le manque d'eau pourrait devenir une préoccupation importante pour les 2/3 de la population mondiale. Qu'en est-il chez nous, dans notre district? On en parle avec vous, Christelle Géronet-Deguerre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes municipal à Gland, également membre du conseil d'administration de la Sapan. À vos côtés, Claude Bosson, bonjour. Bonjour. Vous êtes municipal à Duillé, vous êtes le président du conseil d'administration de la Sapan. Et notre monsieur eau du jour, notre expert, professeur Aurel Pariot, bonjour. Vous êtes géologue et hydrogéologue du conseil. C'est vous qui apportez les conseils, notamment à tout le canton de Vaud, mais également à notre district. Donc vous serez notre monsieur eau, celui, ma bibliothèque aujourd'hui, et sur laquelle je vais pouvoir m'appuyer. On est ravis de vous avoir ici sur ce plateau aujourd'hui. Au sommaire, donc, la situation de l'eau dans nos communes, les lois qui régissent l'approvisionnement en eau et les pistes à explorer pour l'avenir. Avec une piste importante, c'est notamment à la source du Montant, où tu es, Alexandre. Allô, allô. Salut Andrea, oui effectivement, je suis à cette source du Montant et cette station. Alors c'est ici justement que l'eau, regarde, qui est derrière moi, de l'eau, il y en a partout. Elle est pompée ici, elle est filtrée et puis elle est transformée en eau potable et redistribuée dans les communes de Gland, Arzier et Genolier. Et je suis en compagnie de David Troiano. Bonjour David. Bonjour Alexandre. Alors, vous êtes l'un des surveillants de cette station du Montant. Alors, on va la visiter ensemble après. Mais déjà, en préambule, vous pouvez juste me dire, on est au tout début de la chaîne. On est où en fait ici? Exactement. Alors ici, on est au niveau du puits du Montant. Donc ici, il y a la résurgence de la source du Montant qui monte. Et depuis ici, on va capter cette eau pour l'amener au puits. Ouais. Et depuis le puits, on va la pomper à la station du Montant. Alors, le puits, regarde Andrea, je te montre juste les gros tuyaux qui sont ici. Voilà, tu as vu avant l'eau, eh bien, elle est pompée ici et elle est amenée directement à la station du Montant qu'on visitera ensemble juste après. À tout à l'heure, Alexandre. Donc très bien, de ces tuyaux arrivera l'eau ici dans nos verres qu'on boit. Un geste très simple, mais sur lequel il faut réfléchir et auquel on réfléchit aujourd'hui en compagnie de nos invités. Alexandre a dit, de manière très naturelle, de l'eau partout et pourtant la situation est beaucoup plus compliquée. On a vu l'été dernier, les municipalités ont dû limiter l'accès à l'eau. Il y a eu notamment plusieurs demandes qui étaient faites et exigences de la part du canton. Une situation assez critique, un manque d'eau dans la région, un hiver également très sec. Est-ce que cet été, Christelle Géronet-Deguerre, on peut à nouveau craindre une pénurie et un manque d'eau ? Alors une crainte, il y aura toujours. Maintenant, on n'a pas non plus la boule de cristal, mais on sait que dans la situation actuelle, ces pénuries d'eau, ces déficits hydriques pourraient venir de manière plus récurrente. Oui, on sait que c'est une situation hydrique qui est difficile et qui se répète ces dernières années. Aurel Pariot, justement, comment est-ce qu'on l'explique? C'est quoi la situation dans notre district? Eh bien, on fait face maintenant au changement climatique qui a une influence sur les répartitions des précipitations. On peut dire que globalement, la pluie est toujours présente, simplement elle est distribuée de manière différente dans l'année. Donc on a des épisodes qui sont très pluvieux. Puis, le corollaire de ça, c'est qu'on a des périodes très longues où on n'a pratiquement pas de pluie. Et c'est ça qui pose problème au point de vue de la réalimentation des nappes, le débit des sources. Oui, justement, parce que savoir d'où nous vient l'eau concernant cet approvisionnement, on sait que 40% de l'eau vient du souterrain, 40% de sources et 20% des cours d'eau. Est-ce que ces chiffres ils sont toujours plus ou moins d'actualité ou ils tendent justement à affaiblir par ce manque d'eau et ce manque de pluie, vous nous dites ? C'est une répartition statistique là, que vous donnez. En réalité, il faut voir ça vraiment à l'échelle locale parce que les sources d'approvisionnement sont très variables d'une région à l'autre. Donc, c'est toujours des problèmes spécifiques qu'on doit traiter dans un cadre d'un réseau de distribution. Et c'est ces caractéristiques propres qu'il faut gérer en fonction des intrants pluviométriques, des capacités de stockage des nappes et tout ça.
Ouais, vous nous dites que c'est une situation spécifique et pourtant on a des rapports du GIEC qui viennent de sortir il y a quelques jours. La situation est assez préoccupante. On nous parle d'une société et d'une situation environnementale en crise, un manque, une crise d'eau mondiale. Est-ce que ça inquiète par exemple la municipalité de Duillé et Duillé? Alors, bien sûr que ça inquiète les municipalités en général. C'est aussi pour ça que, notamment entre Duillé et Coinsin, donc on a une association qui est plutôt une entente entre nos deux communes, qui s'appelle la SIAEP. Et on a eu l'occasion de refaire il y a quelque temps les captages de nos deux entités, aussi bien la commune de Coinsin qui a refait ses sources en 2004, et puis nous également en 2019. On a remis en service le tout. Donc on réussit à récupérer, je dirais, un peu plus d'eau pour éviter que ça part au lac. On essaye de s'interconnecter un peu plus avec les communes environnantes. Ouais. L'interconnexion, on va en parler un peu plus tard. C'est notamment, ça fait partie des enjeux aujourd'hui de vos communes. Mais par exemple, pour Duillé, d'où vient l'eau et à qui est-ce que vous la distribuez? Alors nous, à Duillé, on a de la chance, c'est que toute notre eau vient des sources de nos deux communes. Et puis comme on a ce surplus, on profite d'en mettre à disposition d'autres communes. Par contre, en période d'étiage ou en cas de forts problèmes, à ce moment-là, on a des apports de la Sapan, qui nous fournit un pourcentage par une station de pompage qui est située à Faverges, qui permet de réalimenter Coinsin et Duillé, de recharger notre réservoir en cas de problème. Oui. Mais dans les 80-90% du temps, on a de la chance pour le moment d'avoir des sources qui satisfont juste à nos besoins. Et un peu plus surprenant, vous fournissez de l'eau notamment également à Nyon. C'est ça, depuis l'année passée, donc en ayant refait nos sources, nous avons déjà une connexion avec Nyon par l'intermédiaire de Buclair. La station de Buclair a été transformée au niveau des SI. On a profité dans la transformation d'agrandir le diamètre d'entrée qui permet de fournir de l'eau à Nyon. Actuellement, on fournit 1000 litres minute au niveau des SI. D'où nous provient donc cette eau qui coule de source? La réponse avec quelques images, et notamment des images d'eau d'ici. D'où provient l'eau que nous buvons? Cette histoire commence dans les nuages, où se sont stockés les milliards de gouttelettes évaporées de la surface de la Terre. Lorsque ces nuages ne peuvent plus accueillir la moindre goutte, il pleut. Chacune des gouttelettes entame alors une chute effrénée vers la surface du bassin d'alimentation qui englobe les crêtes du Jura, de la Dôle aux crêts de la Neuve. Inlassablement, le cycle de l'eau reprend, l'eau ruisselle, s'écoule dans nos rivières ou s'évapore. Mais une partie s'infiltre dans les fissures du sol karstique, constitué principalement de roches calcaires, si caractéristiques de notre région, et forment de véritables rivières souterraines. Ces rivières souterraines émergent parfois des profondeurs afin de former ce que l'on appelle une source vauclusienne. C'est le cas de la source du Montant, située sur la limite territoriale des communes de Jonelier et d'Arzier-le-Muy. Cette source alimente les réseaux de distribution de ces deux communes, ainsi que celle de Gland, depuis 1958. Alors, on ne va pas refaire le cours de l'histoire, mais on va suivre ce cours de l'eau en t'accompagnant, Alexandre, puisque tu es directement à la source du Montant. Et à la source, quel est le cheminement de cette eau? Eh bien oui, donc je suis toujours en compagnie de David, qui est donc l'un des surveillants. Alors David, ça y est, on y est. On voit justement ces gros réservoirs qui sont derrière nous. On a fermé la porte parce qu'il y avait trop de bruit et puis on ne va pas aller jusqu'au bout parce que sinon on va perdre la connexion avec toi, Andrea. Mais David, peut-être qu'avec ce schéma, on peut expliquer. Donc on a vu l'eau qui est pompée là-bas, à la source, voilà, depuis le puits. Et donc elle arrive maintenant ici dans cette station. Et ensuite, donc elle arrive dans des cuves intermédiaires, donc d'eau brute, donc d'eau non traitée. Et depuis ces cuves, on va pomper l'eau à travers les lignes de filtration. Donc, en fait, une ligne de filtration, elle est composée d'une filtre à sable. Avant de passer l'eau dans le filtre à sable, on va lui mettre un coagulant. Le coagulant est un produit qui va permettre d'agglomérer les particules en suspension dans l'eau, ce qui va améliorer la capacité de filtration de la ligne. Donc, une fois qu'on a filtré l'eau, il faut compter à peu près 7 minutes pour le passage dans une ligne de sable. Ouais. On va arriver dans une colonne de contact qui, elle, en fait, va désinfecter l'eau avec l'ozone qui est produit sur place. Là, on prend à peu près 4 minutes de mélange avant de passer dans une cuve de filtre à charbon actif qui, elle, va neutraliser l'ozone résiduel, oui, et terminer la filtration.
D'accord. En sortie de ligne, on va légèrement chlorer l'eau pour maintenir, garantir la qualité au niveau bactérien. Et ensuite, on va arriver dans des bassins d'eau filtrés qui, à partir de là, on va pouvoir redistribuer l'eau aux 3 communes d'Arzy-le-Midi, Genolier et la ville de Gland. D'accord. Alors regarde, Andrea, je te montre quand même. C'est très bruyant, mais toutes ces cuves que tu viens de voir en schéma, eh bien regarde, elles sont ici. Voilà. Elles sont toutes présentes. Effectivement. Et donc, comme tu l'auras compris, eh bien après, elles ressortent. Alors on va faire ce cheminement justement, David. On va aller à côté. Vous allez m'expliquer. Mais déjà, je voulais vous poser cette question. Cette source du montant, en fait, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait suffisamment d'eau pour justement pouvoir produire cette eau potable? De la pluie. Ouais. Il nous faut de la pluie régulièrement. Le système karstique qu'on a ne donne pas beaucoup de réserves d'eau. Donc nous, on a besoin d'avoir de la pluie assez régulière pour pouvoir garantir en fait ces volumes d'eau distribués aux citoyens. Alors on a vu notamment l'été passé qu'elle était asséchée, cette source du montant, parce que forcément il manquait d'eau de pluie. Vous avez dû faire appel notamment eh bien, à l'armée pour pouvoir aller chercher dans d'autres nappes de l'eau nécessaire. Et là, justement, comment ça se présente pour les prochains mois à venir, pour l'été qui arrive? Vous êtes serein, David, ou pas? Alors, s'il pleut de manière régulière, oui, mais si comme l'année passée, pendant 2 mois, on n'a pas de pluie, on n'a pas les mêmes problématiques qu'on a eu l'année passée. D'accord. Bon, alors, on verra peut-être, André, avec tes invités en plateau, quelles sont les solutions qui sont mises, mais peut-être, David, je vais vous suivre. Voilà, je retourne ma caméra. Alors, ensuite, l'eau, elle va où? Alors ensuite, l'eau, elle va partir dans le réservoir d'eau potable, d'eau traitée, mais entre deux, elle va pouvoir descendre soit à la ville de Gland, sur le réseau inférieur. Alors ça, c'est les tuyaux qui amènent l'eau potable pour toute la ville de Gland. Voilà. À côté, on aura Genolier inférieur, donc pour le bas de Genolier. Oui. Les grosses pompes, c'est pour alimenter le réseau de Arzy-le-Midi. D'accord. Et les pompes qui sont ici, c'est pour le réseau supérieur de Genolier. D'accord. Donc Genolier, Arzier et puis Gland. Ah ben là, il n'y a rien de plus concret. Là, effectivement, l'eau que vous buvez à la maison, et ben voilà, elle passe avant dans ces gros tuyaux. Et alors, exactement. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir derrière. Alors déjà, il y a le centre de contrôle. Exactement. Vous allez m'y amener. Les surveillants, il y en a combien, David, dans cette source du montant? Vous relayez à combien de personnes? Nous sommes 6 surveillants, 2 par commune. Et une fois par semaine, on a un relais au niveau de la permanence. Donc, ce qui veut dire qu'il y a toujours quelqu'un d'astreinte pour les nuits, les week-ends en cas de panne ou en cas de problème, pour toujours faire en sorte que la station fonctionne dans les meilleures conditions. Très bien. Donc ici, on voit le schéma de fonctionnement dans les grandes lignes des trois réseaux. Donc la station de traitement qui fonctionne ici, le réseau d'Arzy-le-Midi qui est au-dessus. Ici, on aura la ville de Gland et au milieu, on a les réservoirs de Genolier. Donc depuis là, on a une mainmise sur tous les ouvrages des 3 communes. D'accord. Donc, on peut gérer les niveaux d'eau, y compris l'approvisionnement. Et vous travaillez combien d'heures par semaine ici à cette source du montant? Alors, ça dépend. Quand je suis de permanence, il faut compter une douzaine, quinzaine d'heures, et puis autrement, un peu moins. Et quand est-ce que vous savez qu'il y a un problème et qu'il faut intervenir? Alors, nous, soit on a les graphiques, donc on contrôle régulièrement l'approvisionnement, que ce soit les niveaux des réservoirs, et puis les niveaux du puits, lui, justement, comme on voit l'été passé ici, oui. Donc on voit le niveau du puits qui était à un niveau critique, donc là, ça veut dire qu'on ne pouvait plus pomper d'eau. Donc, à partir de là, on commence déjà à se dire il faut commencer à trouver des solutions alternatives pour garantir l'approvisionnement. D'accord. Et c'est pour ça qu'on a justement des réserves d'eau dans ces grandes cuves. Vous m'amenez, on va juste les voir. Sûr. Alors voilà, Andrea, tu vois, les réserves d'eau potable, il y en a, cette source du montant. Alors, je ne sais pas si visuellement, tu vas pouvoir te représenter ce que moi, je vois ici, mais quand on s'approche d'ici, on a l'impression, regarde, de voir un aquarium géant. Tout ça, c'est rempli d'eau. Et puis, on voit même la surface, regarde là-haut, voilà. C'est des grandes cuves de 600 mètres cubes, comme tu le vois, pour l'eau potable. Et c'est ça, David. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi, là, le RI, c'est la réserve incendie. Donc, on a aussi une réserve pour en cas de feu, d'accord, pour les pompiers. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une partie qui est dévolue à la consommation d'eau et une partie qui est dévolue à la protection incendie. Donc, même si on n'a plus d'eau, il y a toujours cette réserve qui reste pour les pompiers. D'accord. Et donc, ça, c'est justement en cas, si on voit qu'il ne pleut pas assez. On a une pénurie, on n'a pas d'eau. Mais par contre, s'il y a un incendie, on a quand même une réserve pour pouvoir éteindre un feu. Bon, très bien. Bon, alors, Andrea, je pense que tes invités ont de quoi commenter en plateau tout ce que nous venons de voir. Et puis, je reste branché avec toi. Si toutefois, nous pouvons expliquer à nouveau quelque chose, peut-être, ici, à cette station du montant.
qui est fort passionnante, comme tu le vois. Oui, merci en tout cas pour cette visite à toi et David. À tout à l'heure peut-être Alexandre. Que nous dit la loi? Les autorités sont responsables de la commune et les SI doivent assurer que l'eau de boisson soit distribuée à la population en quantité suffisante et avec une qualité irréprochable. On a parlé de cette source du Montant, Christelle Gironi-Diguer, qui était tarie l'été dernier. Est-ce que du coup cette loi devient de plus en plus difficile à respecter? Bon, c'est un bien de consommation et en effet, on se doit de pouvoir avoir suffisamment d'eau pour la population pour qu'elle puisse s'approvisionner. Maintenant, donc, il est important aussi de faire en sorte que nos installations tiennent la route, fonctionnent de manière correcte et ça, c'est vraiment très important. Après, il y a toute cette partie aussi, on va dire, sensibilisation, utilisation de l'eau pour être consommée, à être bue, mais il y a aussi toute l'eau qui est utilisée pour l'arrosage, pour le remplissage des piscines, etc. Et c'est certainement là qu'on peut jouer un peu sur la sensibilisation. Oui, sur la sensibilisation. Et comment est-ce qu'on peut jouer sur les lois? Parce qu'on sait qu'en Suisse, la loi n'autorise pas l'utilisation des eaux usées épurées qui proviennent des stations d'épuration à des fins d'irrigation. Ça peut paraître surprenant, Aurel Pariou, je ne sais pas ce que vous en pensez. On peut se dire qu'aujourd'hui, les steppes sont beaucoup plus modernes, que l'eau est de meilleure qualité en passant par la steppe. Est-ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, revoir ces lois pour pouvoir l'utiliser, cette eau? Il y a des pays qui vivent des crises d'eau d'une manière permanente, comme par exemple Israël, où depuis des décennies, ils utilisent des effluents d'eau usée pour recharger les nappes. Et là-bas, ils n'ont pas tellement le choix, ils n'ont pas de quoi être très difficiles au niveau de la qualité par le fait qu'ils sont dans un milieu subdésertique. Oui. Alors chez nous, heureusement, on n'en est pas là, mais il faut quand même bien savoir que les eaux qui sont issues d'une steppe après traitement ne sont pas du tout des eaux potables. Les steppes d'aujourd'hui vont être fortement transformées dans les années qui viennent, puisqu'il y a des projets de faire des méga-steppes qui permettront, grâce au charbon actif, d'enlever tout ce qui est micropolluant, et là, la situation sera assez différente. Mais je doute quand même qu'on arrive à pouvoir obtenir une qualité d'eau potable. Christelle Gironi-Diguer, j'imagine que ces questions vous intéressent, puisque la question se pose notamment à Gland et loin. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on fait appel justement à des experts aujourd'hui pour pouvoir exploiter ces eaux-là, notamment des steppes? Oui, on a évidemment ce projet de nouvelle steppe à Gland qui concerne 21 communes et donc évidemment le traitement des micropolluants est à l'ordre du jour et on est évidemment accompagné dans cette transformation de steppe. Oui. À l'avenir, justement, il y a des solutions à court terme, mais aussi à moyen et long terme, dont on va parler avec vous. Il y a notamment une demande de crédit d'investissement pour la rénovation et l'optimisation des installations de traitement de la station du Montant. Est-ce que ça, c'est un projet dans lequel va s'inscrire également Duillet ou pas du tout? Alors dans le cadre du Montant, pas directement, non. On va plutôt au niveau des communes le faire par rapport à la Sapan. C'est peut-être principalement dans cet axe-là. Aujourd'hui, peut-être si je parle de la Sapan, nous prenons l'eau au lac à environ 20 000 litres minute. On a une concession pour l'eau de boisson et 15 à 17 000 pour l'eau d'arrosage, donc le SANE, le syndicat d'arrosage de Nyon et environ, pour l'eau brute. Donc dans ce cadre-là, on a des projets d'extension, de doubler la conduite qui vient depuis le lac pour justement avoir une meilleure irrigation, on va dire, une meilleure distribution d'eau au niveau de la région. Mais dans le cas de Duillet et Coinsin, indirectement, on va profiter de faire ces interconnexions, ce qui permettront justement à l'eau d'ici, à ces communes avoisinantes de faire une interconnexion et puis de pouvoir passer ce liquide dans les deux sens en cas de besoin. Oui, Aurel Pariou, on a souvent cette idée, peut-être de manière fausse, qu'on a accès à l'eau du lac. On a souvent entendu dire que la Suisse, c'est le château d'eau de l'Europe. Alors on tend à comprendre que ça peut aujourd'hui changer, mais est-ce que cette eau du lac, c'est vraiment la meilleure solution ? Il faut considérer pas seulement les ressources en eau, mais également les ressources en énergie. Et lorsque vous montez de l'eau du lac en direction du pied du Jura, vous avez des dénivellations importantes qui consomment de l'électricité.
le traitement de l'eau du lac aussi consomme de l'électricité. Et dans la perspective des énergies renouvelables que la Suisse doit mettre en place, où on est extrêmement en retard, ça va poser pas mal de problèmes. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de ne pas négliger du tout l'eau du lac lorsque on a des débits pour les sources qui sont tellement bas qu'on est bien content d'avoir cette ressource additionnelle. Mais en priorité, il s'agit surtout d'utiliser les eaux qui coulent gravifiquement, donc qui coulent toutes seules. Et c'est vraiment lorsque on a déficience sur ces débits qu'il faut se tourner vers des ressources complémentaires. Ouais, l'eau qui coule toute seule, ça veut dire quoi? C'est les eaux qu'on retrouve notamment dans les sources, comme par exemple la nappe de la Césie? C'est là où vous voulez en venir? Oui, sauf qu'il y a nuance. Il faut bien distinguer les nappes et les sources. Les sources, c'est un écoulement d'eau que vous exploitez au fil de l'eau, c'est-à-dire vous n'avez aucune commande sur le débit. En revanche, les nappes, elles offrent la possibilité de travailler sur un capital, c'est-à-dire un réservoir naturel. Et c'est ça, nous, comme géologues, qu'on doit prospecter pour apporter des solutions de stockage qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'on peut stocker dans des réservoirs tels qu'on les construit et tels que vous avez vus là au montant. La nappe de la Césie, justement, parce que sa spécificité et pourquoi le projet est intéressant, c'est notamment parce que la qualité de l'eau est extrêmement bonne, elle ne nécessite pas de traitement. Exactement, elle est bonne et le gros avantage aussi, c'est que les puits qu'on veut construire à la Césie, ils vont puiser dans un capital, une réserve d'eau naturelle très importante où l'eau peut se stocker et garder sa qualité. Et c'est dans ces stocks-là qu'on peut puiser lorsque les sources au fil de l'eau ont tellement baissé. Alors on a justement quelques images de ce projet de la Césie qu'on peut voir, mais justement par rapport à ce parcours de l'eau, on sait que cette nappe de la Césie, elle est là, c'est une source qui est à disposition. C'est étonnant hein, quand on entend tout à l'heure cette visite avec David Troiano, il nous disait il faut attendre qu'il pleuve. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que votre qualité d'expert, Aurel Pariot, il ne faudrait pas justement trouver d'autres solutions? Parce qu'attendre qu'il pleuve, c'est bien joli, mais on le voit, hein, finalement, il y a de la sécheresse, la pluie a du mal à tomber. Est-ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, récolter cette eau autrement et pouvoir la garder, la stocker? Justement, c'est ce que je vous explique là, c'est la recherche de réservoirs naturels. C'est ça qui permet de faire un stockage un peu identique au Léman, sauf qu'il est à la bonne altitude. Et il faut trouver donc des cibles géologiques dans lesquelles on peut injecter de l'eau lorsqu'elle est en excès, et qui permet ensuite d'être exploité pendant les périodes de forte consommation. Et la durée de ces périodes de forte consommation est en train de s'étendre, surtout à cause du changement climatique, et spécialement au pied du Jura, à cause d'une fonte des neiges souvent précoces sur la chaîne, ce qui fait que les étiages arrivent toujours plus tôt dans l'année. Ça, c'est en moyenne. Oui, alors aujourd'hui, ce projet, cette exploitation de la nappe de la Césie, c'est un projet en cours qui a été mis à l'enquête conjointement par les communes et le canton. Où est-ce qu'on en est dans ce projet, Christelle Gironin-Diecker? Alors, comme vous l'avez dit, il y a eu une double enquête qui a eu lieu en 2022 avec les levées d'opposition qui ont eu lieu et le dossier est maintenant au niveau du canton. Et on attend le retour. Oui, alors, quand on parle de régionalisation de l'eau, je me suis posé pas mal de questions, notamment le prix de l'eau. Qu'est-ce qu'on en dit? Combien ça coûte l'eau, Claude Bosson, par exemple, chez vous à Duillé? Alors nous, on a un prix qui est relativement bas par rapport à la moyenne suisse. La moyenne suisse est de l'ordre de 1,80 franc le mètre cube. Nous, à Duillé, on est à 75 centimes, ce qui n'est pas tout à fait juste parce qu'il y a un plancher, on va dire. Il y a quand même un certain nombre de mètres cubes qui est facturé minimum. Mais donc à Duillé, on tourne autour des 75. Si on prend la distribution sur Nyon, on est à 1,08. Des communes alentours, Gland, Arzier, on est entre 1,20 et 1,40 franc. Mais on est quand même bien en dessous de ce que ça coûte réellement si on voulait aller jusqu'au bout des choses, on va dire. Ouais. Aurel Pariot, cette eau, est-ce qu'elle n'est pas assez chère, trop chère, en un mot? Non, elle n'est pas assez chère, mais elle va l'être bientôt. C'est ça. Puisque si elle suit le coût de l'énergie, on est mal parti.
Ouais, justement, est-ce que ça vous fait pas peur quand on parle d'un projet de régionalisation? Il va falloir convaincre finalement les communes. Vous nous parlez par exemple à Douai que c'est un taux extrêmement bas, donc vous prenez le risque finalement que cet taux, le prix de l'eau augmente. Alors bien sûr, il n'y aura pas le choix, il va falloir augmenter de toute façon le prix avec l'infrastructure qui se met en place, avec les exigences de plus en plus pointues qui sont demandées, les contrôles également qui sont aussi plus sévères qu'avant, les exigences, les micropolluants, enfin tout ce qui touche là autour. On n'aura pas tellement de choix, le prix va augmenter. Il y a des prix qui sont très élevés, on monte jusqu'à du 6,50 francs dans le Jura, au niveau du mètre cube, où la ville de Genève aussi a des montants importants. Donc nous, on a quand même encore de la chance d'avoir des tarifs relativement bas. Et puis, il faut quand même amortir toute l'infrastructure qui est autour, et ce n'est pas négligeable. Donc l'augmentation, c'est indéniable. Christelle Géronet-Desgard, on peut aussi également remettre en question l'autonomie des communes et finalement savoir à qui appartient cette eau si on a un projet de régionalisation. À qui appartient cette eau ? Bon, à qui appartient l'eau? Si, par exemple, sur l'entente intercommunale des 3 communes d'Ardier, Lemuy, Genelier et Gland, l'objectif de cette entente, c'est notamment le fonctionnement de cette station, c'est la bonne utilisation de la source du Montant. Et puis aussi, ces 3 communes qui se sont mises ensemble pour rechercher une nouvelle ressource en eau au niveau de la saisie. Voilà, donc après, la régionalisation, l'objectif aussi, c'est de pouvoir utiliser de l'eau de manière efficiente. Pour vous donner un exemple, la commune de Vic nous a approchés, ils ont un surplus d'eau également, ils ont besoin de s'interconnecter pour des raisons techniques à la ville de Gland. C'est l'occasion ici aussi de créer des liens, de voir de quelle manière on peut fonctionner ensemble, de se dire que si eux, ils ont un surplus d'eau et que nous, on peut l'utiliser, ça nous permet de soulager les communes du Haut en leur donnant une priorité sur la source du Montant. Voilà, c'est toutes ces réflexions-là qu'on peut avoir et qu'on doit avoir aujourd'hui. En bref, avoir des tuyaux surtout en bonne santé, on en parlait, c'est notamment cette demande de crédit d'investissement pour la rénovation et l'optimisation de l'installation de traitement de la source du Montant. Avoir de l'eau qui peine aujourd'hui à venir. Et justement, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer pour le futur, Aurèle Pariot, d'autres solutions? On parle beaucoup de villes éponges, par exemple notamment à Berlin, où il existe des toits verts, des zones humides, des étangs, des fossés de drainage. Est-ce que ça serait une norme possible en Suisse? On sait que vous avez beaucoup notamment étudié le bois de chêne. Ces zones humides, elles sont également là au bois de chêne. Est-ce qu'on pourrait normaliser ces solutions-là? Oui, bien sûr, sauf que ce n'est pas tout à fait à la même échelle. Là, quand on considère 1 mètre carré du bois de chêne, on peut faire un bilan de ce qui ruisselle, ce qui s'infiltre, etc. Ce qu'on doit voir ici, c'est une échelle un peu plus grande, c'est de sélectionner des zones où on peut avoir l'espoir de trouver de la place pour stocker cette eau. Là, la problématique se présente d'une manière assez différente et on est en train d'étudier plusieurs cas, plusieurs régions où on peut mieux valoriser les hautes eaux qu'on laisse filer parce que c'est la période où tous les ruisseaux coulent. Et comment on peut jouer avec ces réservoirs qui sont les nappes souterraines. On est en train de regarder la situation pour la commune de Nyon également, qui a aussi des sources du pied de la Chaîne, qui donnent des débits gigantesques en fin d'hiver. Comment on peut les valoriser et les stocker de telle sorte qu'on soit capable, comme à la saisie, de pouvoir exploiter ces volumes. Ouais, j'entends, c'est des sources, finalement, des solutions naturelles, mais est-ce qu'il ne serait pas aussi possible de créer des situations et des concepts d'urbanisme, justement? On sait qu'il y a des immeubles qui aujourd'hui sont végétalisés, qui récupèrent au fond de l'eau. Est-ce que ça, on pourrait imaginer? Est-ce que c'est des idées dont vous parlez, par exemple, à Douai, à Gland? Alors, en tout cas, sur Douai, non, pas trop, vu la volumétrie. Non, on est plutôt sur l'autre approche, justement, en parlant de ces problématiques qu'on a au niveau de la météo. La solution de secours qu'on a actuellement, et sur lesquelles on travaille fortement, c'est quand même de bénéficier du lac. Comme je reviens un petit peu sur le sujet, c'est aussi pour ça qu'on décide d'investir quand même des montants assez conséquents dans cette partie-là, parce qu'au moins là, on sait qu'on a une réserve, on a un bassin qui est disponible pour assurer quand même notre alimentation en eau au niveau de la région. Donc les projets vont s'accentuer de ce côté-là au niveau des interconnexions communales et notamment au niveau de la Sapan.
Alexandre, je crois que cette discussion t'a fait réagir, notamment jusqu'à la source du montant. Dis-nous tout. Oui, parce qu'effectivement, tu parlais tout à l'heure de ce préavis pour les 3 communes, Genolier, Arzier et Gland, qui va être déposé pour ce crédit d'investissement pour justement rénover cette source du montant. David, techniquement, cette demande de crédit pour cette rénovation, c'est quoi cette rénovation? Qu'est-ce qui va être modifié, rénové dans ce qu'on a vu, en fait? Alors, ce qui était demandé pour la rénovation, c'est déjà la remise en état des cuves, parce qu'on a remarqué que les cuves ont deux, trois petites marques avec les années. Donc les cuves, c'est ce qu'on a vu là-bas, c'est le stock d'eau potable, Andrea. Exactement. Les ozoneurs. Donc l'idée, c'est de changer les ozoneurs parce qu'ils arrivent en bout de vie, ils ont plus de 20 ans, on ne trouve plus les pièces, et puis on a de la peine à produire de l'ozone, donc pour désinfecter l'eau. Et on a également ça, c'est quoi? C'est les grandes cuves grises qu'on avait avant? C'est ce qu'on produit pour désinfecter, c'est ce qui se mélange à la les produits. Contact, exactement. Et aussi le charbon actif, qui lui, en fait, vu qu'il détruit l'ozone résiduel, il se dégrade. Donc, il faut le renouveler de manière régulière pour toujours garantir la filtration et la qualité de l'eau. Voilà, pour que cette station du montant continue à être opérationnelle. Et d'ailleurs, tu vois, regarde, là, depuis tout à l'heure, j'apprends à être surveillant de la station du montant avec David. Il me montre, tu vois, en temps réel, on peut voir le niveau des cuves, le niveau du puits. Et puis, attention, ça bip si jamais il faut aller chercher au stock. Bon, merci beaucoup, David, en tout cas, de m'avoir fait visiter cette station du montant. Ben voilà, pour qu'on comprenne tous d'où vient cette eau potable, en tout cas, dans les 3 communes précitées. Andrea, je te souhaite une bonne journée et puis bonne suite de programme. Merci beaucoup, Alexandre. Très belle journée à vous aussi. Juste avant de vous quitter, une dernière question. Christelle Gironi-Desgard, vous aurez peut-être le dernier mot, mais on l'a entendu, c'est la journée mondiale de l'eau. Est-ce que vous avez la sensation, quand vous allez à la rencontre des citoyens, qu'aujourd'hui, vos citoyens sont sensibles à ces questions de l'eau? Oui, la sensibilité, elle existe. D'ailleurs, on le ressent aussi au niveau du conseil communal. Sauf erreur de ma part, une interpellation est en préparation par rapport à ce sujet-là, avec des craintes sur cette sécheresse hivernale dont on a parlé en début d'année. Donc oui, il y a cette sensibilité et puis le fait qu'on ait eu aussi cette pénurie d'eau, ces restrictions d'eau l'été dernier font que les gens sont confrontés à cette réalité-là et donc d'où la nécessité, je pense, pour les communes de pouvoir continuer à sensibiliser les gens de manière récurrente sur les consommations, d'avoir peut-être aussi des subventions à disposition pour limiter les consommations d'eau, pour récupérer les eaux de pluie. Vous posiez la question tout à l'heure par rapport à ce qu'on peut faire au milieu urbain. Voilà, ça c'est une petite chose et à Gland, typiquement, ce sont des subventions qui existent. Oui, Aurèle Pariou, vous êtes souvent en contact justement avec le monde politique, mais quand vous voyez finalement comment on vit dans nos gestes du quotidien, est-ce que vous rejoignez aussi ces propos que la société aujourd'hui est consciente des enjeux? Oui, de plus en plus, et c'est bien qu'il y ait un contact étroit entre les gens de la technique ou de la science avec les politiques, parce que nos propositions, elles coûtent de l'argent et il faut que ce soit accepté. Donc, je vais souvent dans des municipalités ou dans des conseils communaux pour expliquer. Et si on explique bien, ça passe très très bien. Ça a été le cas à Douillet, justement. C'est passé tout seul. Oui, c'est passé tout seul. En effet, déjà pour la rénovation des zones de pompage, on a création d'une nouvelle station, réflexion des sources également. Et puis là, on vient de passer pour la convention, mise à jour de notre convention entre nos 2 communes. Et donc, ça a passé à l'unanimité sans question. Ça ne pose pas trop de problèmes, l'eau, en général. Claude Bausson, Christelle Gironi-Desgard, Aurèle Pariou, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette émission. On était ravis de vous avoir à la maison également. Un plaisir. Bonne suite de programme.